Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse? Ainsi s'intitule un livre de Günther Anders. L'auteur de L'obsolescence de l'homme et de Hiroshima et partout était un penseur puissant, lucide sur ce que fut le XXe siècle et sur ce qu'il augurait de sombre pour les années à venir, si toutefois nous les laissons advenir. Nous avons dans la vidéo précédente montré la part volontaire de la joie. Mais irait-on exiger de Günther Anders qu'il soit joyeux contre sa conscience? Non. La joie n'est pas une résolution que l'on prend contre la vérité. Si elle est unitive, elle ne peut être le choix de l'illusion aux dépens de la lucidité. Mais justement, sentiment du réel, la joie appelle à une lucidité qui va jusqu'au bout. Une lucidité qui, chemin faisant, sauve la lucidité d'elle-même. Car aurions-nous l'impression que ce monde n'est pas à la hauteur de nos espérances si nous n'avions su, dans nos joies, quelle promesse il peut tenir? Serions-nous blessés par le mal et indignés par la pluralité de ses formes si nous n'avions d'abord reçu la certitude que nous ne sommes pas faits pour le malheur, mais au contraire pour un bonheur dont la joie nous indique la possibilité? La joie pour laquelle on s'engage, celle pour laquelle on prend parti, n'est pas la négation de la réalité, mais son affirmation pleine et entière. Car affirmer la réalité, ce n'est pas prendre acte seulement du monde tel qu'il ne va pas. On oublie ici la moitié de l'équation. Affirmer la réalité, c'est aussi authentifier dans ce constat, si triste soit-il, la résistance que déjà je lui oppose. Le monde ne me résiste que d'abord parce que je lui résiste. Le monde n'apparaît sous le jour de ce qu'il pourrait ou devrait être que pour quelqu'un qui, face à lui, existe, résiste, possède son être et en jouit positivement. Cette joie pour laquelle nous nous prononçons volontairement ressemble à la joie qui nous a d'abord involontairement saisis. Elle en imite la manière. Celle-ci, la joie reçue, est un événement. Celle-là, la joie voulue, est une décision. La décision n'est pas le choix. Une décision, c'est comme la joie, c'est d'un coup. C'est une pirouette. Décider consiste à trancher, à ne pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour se prononcer en faveur de quelque chose. Décider en faveur de la vie, c'est entrer dans la danse. N'a-t-on pas su, par nos moments d'allégresse, que l'existence ne nous était pas contraire? Alors laissons ici notre bouderie et tentons le tout pour le tout. La décision de la joie est en cela un engagement. Dans l'engagement, on ose quelque chose sans savoir d'abord exactement quoi, ni si nous réussirons. Mais avec la conscience que si on ne l'ose pas, la chose sera à jamais perdue. Ainsi en va-t-il de la demande amoureuse. Suis-je bien certain qu'il y a là, entre elle et moi, une histoire qui commence? Mais le saurais-je jamais si nous ne tentons rien? Nous en resterions à ce coup de cœur dont nous laisserions mourir peu à peu le battement. Si je ne m'engage, si je n'épouse pas radicalement le rythme de la joie, si je ne saisis pas la main qu'elle me tend et n'entre avec elle dans la danse, jamais je ne pourrai savoir si cette joie fugitive n'est pas de la vie, la vraie tonalité. Dans l'animé Pogno sur la falaise, le réalisateur japonais Hayao Miyazaki met en scène ce retournement intérieur, cette folle décision de céder à la joie. L'histoire vient de commencer. Lisa rumine sa colère contre Koichi, son mari, qui n'est pas rentré dîner alors que, de ce bon plat qu'elle préparait, pour lui, elle et leur fils Sosuke, elle se faisait une joie. Après l'accès de colère, Lisa dépérit littéralement sous les yeux de Sosuke. Celui-ci s'approche d'elle et lui caresse la tête qu'elle a enfoncée dans son oreiller. Elle la relève. Lisa ressurgit. Lisa rebondit. Lisa, résolue, redéploie sa soirée à partir du geste de tendresse de son fils à son égard. On parle beaucoup, n'est-ce pas, du sens de la vie. On croit qu'il nous faut l'avoir trouvé d'abord pour vivre ensuite. Voire on croit qu'il faut donner du sens à la vie, en reconnaissant par là, soit dit en passant, qu'elle n'en aurait aucun. Mais, à l'image de Lisa, la joie à laquelle on cède nous suggère d'entendre le sens de la vie comme on a le sens du rythme, comme on a le sens de la mélodie, comme on a le sens du partage ou le sens de la fête. Qui a le sens du rythme ou de la mélodie laisse venir à lui l'air musical. Il le laisse monter, il se laisse envelopper et puis, quand il se sent assez prêt, assez emporté, il y inscrit sa propre pulsation. Il lui ajoute un heureux contrepoint. Qui a le sens du partage, de même, accueille l'ami de passage. Il invite l'impromptu à se joindre à sa table et improvise un repas. Qui a le sens de la fête, enfin, a tout prévu.
même de ne pas tout prévoir, de laisser assez d'interstices pour que l'ambiance, non pas précède les invités en les y contraignant, mais procède de leur commune présence. Le sens de la vie doit, je crois, s'entendre ainsi, mélodiquement, dynamiquement. Il est le primat de l'accueil sur la maîtrise inquiète. Il est la main ouverte, il est la main offerte. Il est l'art d'inscrire dans notre programme ce qui échappe à toute programmation. C'est un geste paradoxal en ce qu'il consent activement à se laisser emmener. C'est un geste qui, comme nous le verrons dans la vidéo qui suit, dessine un certain art de vie.